Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur la loi AGEC. Bon, mais on est déjà plus de 90 personnes ce matin, donc je pense qu'on peut commencer pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Merci d'être présents ce matin. Je tiens d'abord commencer par vous signaler que nous enregistrons actuellement ce webinaire, puisque un replay sera disponible suite à cette session. Je vous invite à poser toutes vos questions dans l'espace Q&R, questions et réponses, plutôt que dans le chat de Zoom, afin qu'on puisse les traiter. Ça vous permet aussi de voter en faveur des questions d'autres participants et également de les commenter. Et puis pour finir, on anticipe la question, les slides seront partagés à l'issue du webinaire. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire Loi AGEC. Où en sommes-nous? Chez Refashion, on a jugé qu'il était pertinent d'aborder cette thématique parce qu'on a sans cesse beaucoup de questions sur cette loi. Avec vous ce matin, nous sommes deux personnes de Refashion, avec Hélène et moi-même Adèle. Et je vais passer tout de suite la parole à Nathalie Fussler de l'Alliance du commerce pour qu'elle se présente. Merci Adèle. Bonjour à tous. Je suis donc Nathalie Fussler. Je suis responsable juridique à l'Alliance du commerce. Donc l'Alliance du commerce est l'une des fédérations du textile. Nous représentons les grands magasins, les enseignes de l'habillement et les enseignes de la chaussure. Donc je vois parmi les participants certains de mes adhérents que je salue et puis d'autres personnes. Voilà. Donc à l'Alliance du commerce, nous suivons la loi AGEC depuis ses débuts. Donc elle a été publié en février 2020, mais les discussions avaient débuté bien avant. Voilà, et donc je vais épauler Adèle et Hélène pour cette présentation. Nathalie, merci beaucoup. Donc moi, je suis Hélène Darret également de Refashion. Aujourd'hui, je vais avoir à la fois un rôle d'hôte, mais aussi de timekeeper, puisque on va être assez limité étant donné que le sujet de la loi AGEC est quand même extrêmement riche. Ce qu'on vous propose, c'est que Nathalie vous présente un overview rapide des textes de loi, également le renforcement de la REP. Rentrer un peu plus dans le concret de la loi AGEC et en tout cas de ce qui a été modifié, en tout cas ou adapté ou sujet à décret depuis sa publication en février 2020. Les questions-réponses que l'on avait placées à la fin, mais ce que l'on vous propose, c'est de les poser au fur et à mesure, au fil de l'eau. Ce que l'on fera avec Adèle, c'est que toutes les questions sur lesquelles on n'aura pas pu vous apporter de réponse, soit par faute de temps, soit par faute d'infos, ce qui peut aussi arriver, évidemment, on vous adressera les réponses quand on enverra le lien de replay de ce webinaire. Et puis on conclura ce webinaire avec les prochains rendez-vous que l'on va vous proposer. Et je laisse donc Nathalie. Merci beaucoup. La salle de bal. Merci Hélène. Alors juste pour vous expliquer un petit peu dans quel contexte légal on est en train de s'inscrire. Donc on va vous parler aujourd'hui de la loi AGEC, donc c'est son petit nom. Sinon son nom complet c'est relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Cette loi, elle a été donc publiée, promulguée en février 2020, donc elle a plus d'un an maintenant. Il y avait eu une initiative des fédérations et de Refashion de publier un petit essentiel. Vous aurez donc le lien qui donc reprenait les différentes dispositions de cette loi. Et en fait, le grand principe de cette loi, c'est de poser justement des principes, mais de laisser ensuite beaucoup de décrets pour rentrer dans les détails et les modalités. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons donc ce nouveau rendez-vous pour vous parler. Nous avons choisi la formule plutôt webinaire parce que tous les décrets ne sont pas sortis aujourd'hui. À l'heure actuelle, bien sûr, on vous le précisera lorsque l'on parlera de certaines dispositions. Donc, au lieu de figer cela dans un support écrit, on s'est dit que des webinaires étaient plus adaptés. Voilà. Et donc, il y a un deuxième texte qui finalement est apparu depuis quelques mois et qui va venir, en tout cas revenir sur un sujet important. C'est le projet de loi climat et résilience qui donc est en ce moment même au Parlement. Il vient de terminer à l'Assemblée nationale. Son examen débutera
discutera pour le Sénat dans quelques jours, à la fin du mois. Et il revient en fait sur un sujet que la loi AGEC avait déjà abordé, ce sera l'affichage environnemental. Donc aujourd'hui, on ne vous parle que de la loi AGEC, mais effectivement avec Adèle, on vous fera un tout petit insight sur le projet de loi climat et résilience au moment opportun. Donc, il faut savoir que pour la loi AGEC, vous avez vraiment deux mouvements. La première partie de cette loi est vraiment pour revenir sur le produit. Et donc, nous, aujourd'hui, notre projet, ça va être de vous permettre de lire la loi AGEC du point de vue des textiles, des linges de maison et de la chaussure. Et puis, le deuxième mouvement de cette loi AGEC, c'est le renforcement des filières REP. Donc, la filière REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Le principe simple qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus mettre sur le marché un produit sans en prendre la charge ensuite de sa fin de vie. Donc ces filières REP aujourd'hui, elles existent. Vous en avez donc 12 qui existent aujourd'hui. Certaines, vous devez les connaître et vous les croisez d'ailleurs au quotidien. Lorsque vous allez au supermarché et que vous avez ces bornes à l'entrée pour déposer vos piles, pour déposer vos lampes usagées, pour déposer vos petits appareils électroménagers, et bien derrière, ce sont des filières qu'on appelle REP. Et vous avez donc le même principe pour les textiles. Donc, vous avez le nom qu'on vous a mis de chaque éco-organisme qui va donc s'occuper de ces filières. Vous avez donc Écosystème, Citeo, que vous croisez peut-être dans les magazines. Et puis, vous avez Refashion, anciennement Éco-TLC, qui donc s'occupe des produits textiles, chaussures et linge de maison. Cette loi AGEC, elle va donc en créer 10 nouvelles. Alors là, on vous en a mis que quelques-unes. Vous en avez donc une sacrée liste. En tout, ça fera donc 22. Vous avez les jouets qui, normalement, devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Donc, lorsque votre enseigne fait déjà de la vente de jouets, vous allez devoir entrer en contact avec un nouvel éco-organisme pour ces jouets. Et puis, vous aurez les articles de sport et de loisirs. Alors, je vous ai mis entre parenthèses le ASL, donc la contraction d'articles de sport et de loisirs, parce que du coup, vous savez qu'on aime toujours les raccourcis. Donc, cette REP, ça sera la REP ASL. C'est comme ça que les professionnels en parleront. Je vous laisserai découvrir les autres merveilleuses filières, dont celle des chewing-gums, des bateaux de plaisance qui existent déjà et tout autre produit. Voilà. Eh ben, Merci beaucoup, Nathalie. Hop, je vois qu'on est passé un peu vite sur les slides d'un seul coup. Merci beaucoup, Hélène. J'en profite en une seconde qu'une nouvelle personne de Refashion vient de nous rejoindre. C'est Alain Clodo. Alain, si vous souhaitez dire rapidement peut-être un petit mot. Déjà, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de personnes. Donc, bravo pour l'intérêt que vous apportez à cet événement. Et donc, je suis ravi d'être aux côtés d'Adèle, Hélène et Nathalie pour répondre aux questions ou préciser tel ou tel point qui sera nécessaire. Bonne matinée. Merci beaucoup. Donc sur cette slide, on vous a proposé le schéma suivant pour vous représenter effectivement comment fonctionne un éco-organisme et en l'occurrence comment fonctionne Refashion. Donc ce qui se passe, c'est que nous percevons des contributions, des éco-contributions de la part des metteurs en marché, qui sont les marques de textiles, d'habillement, de linge de maison et de chaussures. Ces éco-contributions, elles ont diverses objectifs, notamment de soutenir les opérateurs de tri qui vont venir trier les textiles d'habillement et les linges de maison et chaussures usagés, de soutenir les collectivités locales dans la communication auprès des citoyens pour les bons gestes de tri, de soutenir également l'innovation. Nous avons chaque année un appel à projet annuel qui est le Challenge Innovation, qui soutient des projets d'innovation et de R&D. Cette éco-contribution, elle permet également d'encourager l'éco-conception, de sensibiliser les citoyens et puis de favoriser un écosystème complet autour de la filière textile et chaussures. Je te repasse la parole, Nathalie.
Alors, dans ce mouvement de la loi AGEC dont je vous parlais sur le renforcement des REP, il y a un acteur qui est important et qui est inévitable, c'est l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de transition écologique. Elle est sous la tutelle du ministère de l'écologie et elle va vraiment obtenir un vrai rôle. Alors, jusqu'à aujourd'hui, elle avait plutôt un rôle consultatif. Le ministère lui demandait de réaliser certaines études, de faire donc des points et de donner de faire des données. Là, on va vraiment, la loi AGEC vient vraiment étoffer toutes ses missions. Donc, vous en avez la liste à l'écran. Donc, les études, des évaluations préalables qui vont vraiment venir nourrir toute la relation et tout le rôle des éco-organismes. Donc, vous avez le numéro du décret qui est sorti, donc qui est l'un des décrets de la loi AGEC d'application. Et donc, cet ADEME va devenir vraiment un véritable, alors je ne vais pas dire un contrôleur parce que c'est pas le cas, mais un véritable interlocuteur des éco-organismes et du ministère sur le sujet des REP. Et alors, dans ce rôle qu'elle a, en réalité, vous allez avoir une nouveauté qui va arriver. Alors, nouveauté, attention, c'est parce qu'en fait, ça n'existait pas dans la filière REP des textiles jusqu'à aujourd'hui, mais ça existait déjà dans d'autres filières. C'est le principe de l'identifiant unique. C'est le système, on va vouloir en fait pouvoir identifier chaque metteur sur le marché, producteur, c'est le même terme, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que chaque entreprise qui met sur le marché français contribue bien. Et puis, du coup, bien un identifiant qui correspond, c'est sa carte d'identité, son numéro d'identité. Donc, à partir du 1er janvier 2022, vous aurez, en tant qu'entreprise, à vous enregistrer auprès de l'ADEME. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans les détails des modalités techniques qui vont avoir lieu. Ça sera sûrement à Refashion ou à l'ADEME, surtout, de vous expliquer le déroulé de comment ça va se passer. Il y a une sanction qui est prévue, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas enregistré à partir du 1er janvier 2022, évidemment, vous pourrez avoir une amende. Et puis, cet identifiant unique, il vous sera utile parce qu'il faudra obligatoirement l'inscrire dans vos conditions générales de vente, que ce soit sur votre site Internet et du coup, dans les conditions générales que vous mettez à chaque fois lorsque vous procédez à une vente de produits. Voilà. Et puis, du coup, cette liste des producteurs enregistrés, elle sera publiée par l'ADEME. Alors, l'idée, en fait, c'est toujours de bien identifier chaque metteur sur le marché et d'essayer de repérer ceux qui voudraient mettre sur le marché mais ne pas payer l'éco-contribution. C'est une obligation en France. Donc, on est le seul pays pour l'instant en Europe à bénéficier dans le secteur textile de ce système de REP. Mais voilà, il va falloir donc montrer patte blanche. Et puis donc, à partir du 1er janvier 2023, il est indiqué dans la loi AGEC que le vendeur d'un produit, devra communiquer à l'acheteur quand il y a demande, donc il faut vraiment qu'il y ait une demande de la part de l'acheteur, ce fameux identifiant. Donc on est vraiment dans une transparence totale et un identifiant qui est connu de tous. Alors, toujours dans ce rôle de l'ADEME, comme je vous disais, qui va devenir vraiment un interlocuteur principal, jusqu'à aujourd'hui, l'ADEME bénéficiait de plusieurs données pour pouvoir pratiquer ses études, pour pouvoir pratiquer ses évaluations. Votre éco-organisme Refashion vous réclame et connaît de votre part certaines données de mise sur le marché, de nombre de pièces que en tant qu'entreprise, vous mettez sur le marché. Et en réalité, du fait de son rôle et de ses études et de ses missions qui vont grandir, elle va avoir besoin de plus de données. Alors là, nous vous avons remis en fait la liste qui est donc dans la loi AGEC, la liste des données. Alors aujourd'hui, il y en a que vous transmettez d'ores et déjà, mais effectivement, il y en a certaines que peut-être Refashion sera amené à vous réclamer en plus dans les mois prochains ou dans les années prochaines pour faire le transfert à l'ADEME et que l'ADEME puisse donc pratiquer certaines études. Certaines données d'ailleurs seront ensuite rendues publiques. Vous en avez donc la liste, les quantités de produits qui sont mises sur le marché, ensuite les quantités de déchets collectés. Toutes ces informations-là seront donc transparentes. C'est quelque chose qui est pour toutes les REP, qu'elles soient textiles ou les autres. Je crois que tu peux passer, Hélène. Oui, j'ai juste un tout petit souci technique. Tac. Évidemment, forcément, les aléas du direct. La slide est coincée.
et ne veut pas passer. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une question dans le chat. Nous avons une question. Bonjour à tous. Si nous payons déjà une taxe éco-conception, l'ADEME aura cette information. Et est-ce que ReFashion transmettra le nom de l'entreprise et obtenir un enregistrement automatique ou faut-il le faire en parallèle? Alors, c'est une très bonne question. En réalité, là, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que c'est quelque chose qui est encore à l'état de... là, on rentre vraiment dans les détails techniques. C'est vrai, la loi indique donc vraiment que c'est les producteurs qui doivent s'enregistrer auprès de l'ADEME, alors que dans d'autres articles, elle explique bien, notamment pour les données, que ça peut être l'éco-organisme ou les producteurs. Donc, en réalité, à ce moment-là, on considère bien que l'éco-organisme peut faire la démarche pour le producteur. En réalité, là, on va rentrer vraiment dans le détail de technique. Je pense que l'ADEME va en fait échanger avec ReFashion. Je pense d'ailleurs que ça a déjà débuté sur comment procéder à l'enregistrement. Est-ce qu'effectivement ceux qui sont déjà enregistrés, enfin comment dire, qui payent déjà une éco-contribution, est-ce que ce sera à l'éco-organisme de transmettre? Je laisserai peut-être Alain donner un mot si vous en avez plus d'informations que moi. Vous m'entendez? Oui. Alors, nous avons convenu au sein de l'éco-organisme d'essayer de rendre le plus possible service aux entreprises et donc d'éviter de faire des doubles déclarations pour les marques. Donc, nous allons mettre au point avec l'ADEME la liste exacte des informations qui vont être à leur remontée. Et nous allons proposer que dans l'extranet de déclaration rempli par les marques, eh bien, les informations dont on aura besoin de transmettre à l'ADEME pourront être incluses de telle manière à ne faire qu'une seule déclaration. Et c'est l'éco-organisme qui remontera de manière groupée la totalité des résultats vers l'ADEME. Donc voilà l'idée qui est retenue. Bon, maintenant le mode d'emploi n'est pas encore calé et probablement que ça pourra justifier d'avoir une réunion spécifique mode d'emploi sur ce sujet-là quand les choses seront calées. Oui, sachant que ce qu'on vous mettait sur la slide juste d'avant, je suis désolée Hélène, si tu veux bien remonter la slide d'avant. Oui. Nous vous avons mis donc le nom de Siderep, qui est donc juste, vous verrez apparaître sur la slide précédente, qui semble en fait être déjà le site pour lequel dans les autres filières, comme je vous disais, qui avait déjà un identifiant, ça existait. Donc la plateforme de l'ADEME existe déjà. Voilà, donc en fait, il va tout simplement falloir, alors le slide d'avant encore, il va falloir donc, que vous voyez en bas à droite, ce système déclaratif des filières REP. Voilà, donc en fait, on est plutôt dans de l'adaptation et de l'ouverture à de nouvelles filières comme la nôtre, mais voilà, vous aurez rapidement les détails pratiques. L'inscription à Siderep se fera directement sur le site Siderep et la remontée des données spécifiques se feront par l'intermédiaire de l'extranet de l'éco-organisme. On a un petit peu de temps, c'est 1er janvier 2023. Alors, je crois qu'on Eh bien, merci. Oui, il y a d'autres questions dans l'espace Q&R, notamment sur l'identifiant unique. Une question, c'est-à-dire que si un autre éco-organisme que ReFashion nous en a déjà donné un, il sera valable aussi pour les autres? Oui. Oui, tout à fait. Effectivement, l'idée, ça sera vraiment de vous identifier, mais effectivement de ne pas multiplier les identifiants. Donc oui. Et d'ailleurs, raison pour laquelle c'est centralisé au niveau de l'ADEME et pas de l'éco-organisme, c'est parce que l'ADEME, elle, a une vue sur toutes les REP. Très bien. On a aussi une question sur l'accès libre et gratuit aux données collectées par l'ADEME. Si oui, sous quelle forme? Liste, PDF, Excel, etc. C'est pas défini. Ouais. Ça sera dans la rubrique mode d'emploi. C'est l'épisode 2.
Ça sera l'épisode 2. En effet, comme l'a dit Alain, on est en discussion avec l'ADEME à la fois sur le contenu et on va dire le contenant. Et dès quelque chose sera parfaitement finalisé, on reviendra vers vous avec une information en effet mode d'emploi. Tu as d'autres questions, Adèle? Il y a une question. Le décret est-il déjà en vigueur concernant la liste des produits pour lesquels l'éco-organisme met à dispo du public? Alors, je ne comprends pas très bien votre question, Valérie. Oui. En réalité, donc la loi, donc pour ce qui est des données collectées et des données que l'ADEME récolte, la loi donc vous en fait la liste que vous avez sur la slide précédente, et du coup ensuite ça sera à l'ADEME et au Harry Fashion de, comme on vous le disait, voilà, de rentrer dans les détails de ce qui sera réclamé et de ce qui sera donc donné. Je renvoie donc à la réponse de Alain, si je réponds bien à votre question. Oui, je rassure les entreprises, les données qui seront mises à disposition du public seront des données agrégées. En aucun cas, les données individuelles des entreprises seront mises à disposition du public. Il y a d'autres données qui seront mises à disposition du public. On le verra plus tard dans le cadre des travaux sur l'affichage environnemental des produits. Mais là, c'est chaque marque qui donnera le résultat d'affichage environnemental de ses produits. Mais par contre, sur ces données générales qui participent d'ailleurs à la mesure de l'évolution de la prévention des déchets, d'une manière générale, et de l'évolution du développement de la notion d'économie circulaire dans la filière, les données individuelles seront agrégées et seules les agrégations seront mises à disposition du public. Très bien, merci beaucoup. Et nous avons une dernière question sur les obligations pour les textiles type sacs de shopping et les nouvelles filières jouets et articles sport de loisirs. On a déjà évoqué cette partie dans les slides précédentes, donc j'en profite pour redire que les slides seront partagés à l'issue du webinaire. Je ne sais pas si Nathalie, tu souhaites compléter là-dessus. Oui, alors sacs de shopping, ce sont considérés comme des textiles. Donc, du coup, normalement, vous les déclarez à Harry Fashion, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas. Non? Je ne pense pas. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas dans votre liste. Et tout ce qui est sac et bagagerie d'une manière générale, pour l'instant, n'est dans aucune filière REP. C'est à l'heure actuelle en discussion au sein de la filière articles de sport, puisqu'il y a beaucoup de sacs de sport. Et donc, va se poser la question de la gestion de tout ce qui est sac. Ça peut être sac à main, ça peut être sac de shopping, ça peut être cartable pour aller à l'école, sac de sport, mais aussi valise pour partir en voyage, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de filière à proprement parler qui couvre ces produits. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans le périmètre de la filière textile concernant les sacs. Une question, Adèle? Non, je fais un dernier tour dans le chat, mais... Eh bien, on va pouvoir passer à la partie suivante. Nathalie, je te relaisse la main. Donc, deuxième mouvement de cette loi AGEC, venir transformer le produit. Donc là, ce sont des articles qui sont donc généraux, qui traitent de tous les produits de la vie quotidienne. Et donc là, nous allons vous les interpréter du point de vue produits textiles, linge de maison et chaussures. Dans les différents mouvements et dans les différents nouveaux principes, vous allez avoir vraiment de favoriser la nouvelle production des produits plus responsables. Et donc, cela va passer par plusieurs nouveautés ou obligations. Exactement. Et juste un tout petit point, Nathalie, avant de passer d'entrer dans le vif du sujet du premier chapitre, juste pour vous dire que les chapitres tels qu'ils sont présentés là reprennent l'ossature de l'essentiel sur la loi AGEC qui avait été publiée donc en mars l'année dernière par Refashion et un certain nombre de fédérations qui était la V1. Et donc là, ça vous permet en fait de revenir à chaque fois au chapitre qui avait été explicité peut-être un petit peu plus en détail et de pouvoir vous y référer. Je pense qu'Adèle, tu as mis déjà peut-être le lien
dans le chat. Voilà, pour que ce soit disponible. Et Nathalie, je te repasse. Alors, dans ce mouvement d'éco-conception, de favoriser une nouvelle production, vous avez donc une obligation qui est apparue qui s'appelle le plan de prévention et d'éco-conception, qui est donc dans les derniers articles de la loi, il est à l'article 72. Ce plan, il doit être normalement établi par l'entreprise et donc c'est vraiment, c'est une feuille de route, c'est un plan de prévention pour pouvoir faire le bilan de l'état de vos produits, ensuite poser des objectifs et puis du coup dérouler des actions. Et puis il doit être réalisé normalement tous les 5 ans et donc le suivant doit ensuite faire le bilan du précédent et donc reprendre les objectifs avancés et donc montrer toute une progression. Du coup, il a été prévu dans cette loi AGEC que ce plan puisse être donc individuel, donc réalisé par l'entreprise, ou bien commun à la filière, puisque finalement, ça concerne à ce moment-là tous les mêmes typologies de produits. Et donc, du coup, l'éco-organisme peut à ce moment-là réaliser un plan de prévention et d'éco-conception pour la filière qu'il représente. Et à côté de ça, cet éco-organisme l'éco-organisme Refashion devra également réaliser une synthèse parce qu'effectivement, certaines entreprises pourront avoir la volonté de le faire elles-mêmes des plans individuels. Et du coup, à ce moment-là, il faudra faire une synthèse de ces plans de façon à ce qu'on ait vraiment une vue d'ensemble de toute la progression des entreprises qui appartiennent à cette filière. Donc pour compléter ça, merci beaucoup Nathalie. L'éco-conception, c'est pas un sujet qui nous est inconnu jusqu'ici chez Refashion. Nous avons lancé en septembre 2020 la plateforme Ecodesign, qui est un outil pour aider les marques à relever le défi de l'éco-conception, qui se décline en 4 grandes parties, une plus sur les ressources documentaires, une plutôt sur des fiches connaissances, une autre sur des fiches plutôt méthodologiques, et une partie sur des témoignages de marques. Donc, on vous a mis le lien dans les slides. Et si vous souhaitez, par curiosité, aller jeter un coup d'œil suite au webinaire. Et puis, en parallèle de cet outil qui est un site internet, nous menons chaque mois des ateliers d'éco-conception qui sont des ateliers soit de sensibilisation, soit d'accompagnement, donc qui remplissent chacun des objectifs différents. Donc voilà, donc l'éco-conception est bien un sujet présent déjà au sein de l'éco-organisme Refashion. Alors, j'ai vu une question dans le fil de discussion de Nathalie. Est-ce qu'il existe un format officiel de ce plan? Alors aujourd'hui, non, c'est-à-dire qu'en fait, la loi AGEC vous donne donc uniquement le détail de ce contenu, de bilan précédent, objectifs et actions. Et nous n'avons pas d'informations plus en détail. Aucun décret ne vient rentrer et apporter d'autres exemples de rubriques. Aujourd'hui, alors ce plan, on ne sait effectivement pas trop quelle forme il doit adopter. Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit que ça laisse une certaine souplesse aux entreprises et à l'éco-organisme sur son établissement. C'est vrai que vous avez maintenant dans vos entreprises de plus en plus à développer des feuilles de route, vous développez facilement justement des plans d'action. Donc voilà, ce plan de prévention, à mon avis, ne vient pas, changer les choses, il prend la forme habituelle. On a aussi une question. Est-ce que le plan de prévention et éco-conception est une obligation pour chaque entreprise et à qui doit-il être transmis? Alors oui, c'est une obligation. La loi le pose comme une obligation. Donc effectivement, vous devriez normalement en avoir un. D'autant plus que cet article 72 est entré en vigueur au moment où la loi a été publiée, donc en février 2020. Donc théoriquement, c'est depuis février 2020. Toutefois, c'est vrai que, je vais vous faire une réponse de juriste, mais il n'y a pas vraiment de sanction qui est accolée à cette obligation. Donc, c'est déjà une première chose à prendre en compte. Et je pense qu'on peut aussi réfléchir à un plan commun réalisé par l'éco-organisme et du coup qui remplirait à ce moment-là cette obligation pour vous. Tout à fait, Nathalie. C'est un des points sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment avec Adèle et avec l'ADEME, pour pouvoir en effet mettre à disposition
comme le souhaite la loi, ce plan, en tout cas pour la filière, tel que l'éco-organisme l'envisage à 5 ans. Y a-t-il d'autres questions, Adèle? Non, pas sur ce sujet. Alors, continuez. On passe à la suite. Alors, deuxième point de l'action vraiment de l'éco-organisme et finalement qui est un vrai moyen de pousser les entreprises à s'améliorer et améliorer les produits, ce sont les éco-modulations. Alors, je fais la différence entre éco-contribution. L'éco-contribution, c'est donc la contribution que vous payez à l'heure actuelle à cet éco-organisme qui est Refashion. Et puis, vous avez le droit à des réductions ou à éventuellement, si c'était le cas, des pénalités du fait pour vous inciter en fait sur ces éco-contributions à faire mieux avec vos produits. Donc ces éco-modulations aujourd'hui, en tout cas sans trahir et sans partir sur la partie de Refashion, il y en existe 3, mais ce sont donc des réductions, des primes qu'on vous accorde, mais il existe aussi le système des malus. Donc on pourrait éventuellement vous pénaliser et donc vous mettre une amende, entre guillemets, sur un certain produit pour l'utilisation d'une matière, pour certaines qualités du produit qui ne seraient pas présentes. Donc la loi AGEC, en fait, est venue vraiment mettre en avant ce système d'éco-modulation dont le but est vraiment d'inciter les producteurs et les fabricants à travailler sur leurs produits, les éco-concevoir et à les rendre plus responsables. Donc, transition toute faite. Donc, nous avons 3 éco-modulations à date au sein de Refashion, qui sont les éco-modulations sous forme de bonus. La première sur la durabilité, la deuxième sur l'incorporation de matières recyclées post-consumer et la troisième sur l'incorporation de matières recyclées post-production. On pourra peut-être détailler sur la slide suivante, mais dans 1 minute, quels sont les critères pour être éligible à ces éco-modulations. Mais juste rapidement, une petite mention sur une étude de l'ADEME qui a été publiée en avril 2021, qui explore les potentiels critères supplémentaires qui pourraient être proposés pour d'éventuelles éco-modulations pour la filière textile et chaussures. Donc, on les a volontairement pas tous cités aujourd'hui puisque c'est bien une étude qui est exploratoire. Donc, à date, nous avons bien 3 éco-modulations chez Refashion et toutes sous un format de bonus. Oui, l'idée de cette étude, c'est vraiment de pouvoir explorer d'autres critères. Alors vraiment en intégrant maintenant cette politique de bonus-malus, donc vraiment à chaque fois en proposant que un critère soit quand il est bien respecté ou quand il ne l'est pas bien, et donc du coup d'avoir à ce moment-là un bonus ou un malus sur votre éco-contribution. Du fait que l'agrément, puisque donc Refashion est agréé jusqu'à décembre 2022, et donc à ce moment-là, il y aura un nouvel agrément avec un cahier des charges qui sera donc pour Refashion. Il est probable que dans ce cahier des charges apparaissent donc de nouvelles éco-modulations qui soient inspirées ou pas de cette étude. Cette étude est en effet, Nathalie, la base. Ça va devenir une base de travail avec l'ADEME, entre l'éco-organisme et l'ADEME, pour construire le futur agrément, et 2, évidemment, les éco-modulations qui vont en découler, sachant que on n'est pas revenu tout à l'heure sur le fonctionnement de Refashion, mais Refashion est un éco-organisme qui fonctionne sous forme de comité, dans lesquels les marques et les metteurs en marché sont évidemment partie prenante et participent à la discussion. Donc voilà, c'est vraiment une co-construction, et l'idée, c'est vraiment d'amener des éco-modulations qui permettent de rendre la filière, on va dire, la plus vertueuse possible dans l'impact environnemental. Adèle, je te laisse détailler un petit peu plus si tu veux. Oui, et je vais en profiter. J'ai vu une question dans les QER. Comment évaluez-vous la durabilité? Transition toute faite pour parler de notre première éco-modulation sur la durabilité. L'idée, c'est qu'on a une liste définie de produits qui sont éligibles. Chacun de ces produits doit répondre à environ 3-4 tests de type test qualité que vous pouvez connaître au sein des marques. Chacun de ces tests, ils doivent tous être réalisés pour une même catégorie de produits afin d'être éligibles à l'éco-modulation.
Et cela permet un bonus de 50% à appliquer au barème standard. Donc ça, c'est pour l'éco-modulation sur la durabilité. Et puis en parallèle de ça, il y a les deux éco-modulations sur l'incorporation de matières recyclées, qu'elles soient post-consumer ou post-production, où là, on indique le pourcentage minimal qui doit être intégré de matières recyclées pour pouvoir être éligible au bonus, soit de 50%, soit de 25%. Et nous demandons des justificatifs afin d'assurer l'éligibilité à ce bonus. Donc voilà, vous avez le lien dans les slides pour consulter le barème de l'éco-contribution de cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là Donc avant de on passer à avait la une suite? question sur la durabilité auxquelles je pense avoir répondu. Est-ce que d'autres critères d'éco-modulation sont prévus, envisagés à l'avenir? Exemple, prise en compte de certifications type GOTS, Oecotex, Ecovero, FSC, LWG. Oui. Vas-y Nathalie, si tu souhaites répondre. Oui, tout à fait. Si vous lisez Lola, l'étude, vous verrez qu'il est justement envisagé notamment de poser des éco-modulations, des primes ou des amendes par rapport à certains critères de certification. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, rien n'est encore gravé dans le marbre ni complètement défini. Donc là, c'est pareil, ça fera partie d'un deuxième mode d'emploi, on va dire. On a déjà deux sujets. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est très beau d'imaginer un critère, mais il faut imaginer bien sûr tout le processus pour qu'une entreprise donc, puisse y répondre. Donc effectivement, Refashion a vraiment la volonté d'avoir quelque chose de simple, donc pour que l'entreprise puisse facilement prouver et rentrer dans les critères de l'éco-modulation et en bénéficier. Et puis ensuite, il faut bien sûr imaginer aussi le modèle économique de cette éco-modulation, parce que forcément, j'ai envie de dire, ces réductions qui s'appliquent comme ça sur les éco-modulations, l'équilibre financier, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut étudier de plusieurs points de vue, d'un point de vue écologique, pratique, organisationnel et économique. Parfait. Une autre petite question, Adèle? Oui, je vois une petite question dans le chat. Est-ce que d'autres produits seront testés en durabilité, par exemple les vêtements de ski? Donc là-dessus, et c'est ce que mentionnait Hélène, nous fonctionnons par système de comité. Nous avons un comité barème qui travaille sur les éco-modulations et pourquoi pas sur l'élargissement des produits éligibles. Donc les évolutions de ces éco-modulations sont envisageables et l'idée c'est qu'elles répondent à un maximum de critères et elles ne sont pas figées telles que vous les voyez aujourd'hui. L'objectif c'est qu'elles évoluent dans le temps. Hélène, si tu veux dire un mot dessus. Oui, alors pour l'instant, le vêtement de ski n'est pas dans les critères qui sont envisagés, mais on peut tout à fait le faire rentrer dans un groupe de travail. Ce qui pour l'instant est en réflexion, c'est toute la catégorie sous-vêtements, qui est une grosse catégorie de produits hommes, femmes, enfants. Donc voilà, qui est pour l'instant sur l'établi. Et dès qu'en tout cas les critères seront à la fois arrêtés et validés dans le respect de ce que disait Nathalie tout à l'heure, l'idée qu'il faut que ce soit simple, qu'il faut que ce soit accessible à toutes les entreprises et qu'il n'y ait pas de surcoût majeur pour pouvoir produire les différents justificatifs, puisqu'en fait, l'éco-modulation n'est attribuée que sur présentation exhaustive de tous les justificatifs répondant à tous les critères. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'en tout cas sont regardés les différents produits. Donc sous-vêtements à l'heure actuelle. Et puis, écoutez, on est bien sûr ouvert à toute demande sur d'autres éco-modulations. Merci beaucoup Hélène. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On va faire le timekeeper et je propose qu'on continue et on essaiera de répondre à ces questions si on a du temps à la fin et sinon à l'issue du webinaire, on vous renverra vos réponses. Alors, pour poursuivre et pour vraiment, donc toujours dans ce mouvement de mieux concevoir et de transformer la production, il y a donc des fonds qui ont été créés par cette loi AGEC. Alors, ces fonds sont donc pour chacune des filières REP, qui donc aujourd'hui devraient apparaître à partir du 1er janvier 2023. Pour être honnête, aujourd'hui, si vous regardez dans la loi AGEC, vous avez des dispositions très très faibles
la loi AGEC se cantonne, elle est créée. Vous avez donc un décret qui ensuite est sorti, qui du coup a donné quelques détails de plus, notamment sur le budget. Donc vous voyez par exemple que le fonds réparation aura un budget, une enveloppe qui serait normalement de 20%, alors des coûts estimés de la réparation des produits. Donc rien que l'expression en elle-même est déjà assez mystérieuse. Pour vous expliquer en fait chacun ces deux fonds, donc fonds de réparation et fonds de réutilisation, de réemploi, déjà la difficulté première qu'on va avoir, c'est qu'ils ne vont pas dire la même chose selon chaque filière REP. La réparation d'un produit électronique n'est pas la même que la réparation d'un vêtement, donc comme je vous disais, d'un bateau de plaisance, enfin voilà, de chaque filière REP. Et donc aujourd'hui, dans les échanges que nous avons avec le ministère, ils en sont encore complètement à réfléchir à la forme de ces fonds. L'idée étant, en fait, alors raison pour laquelle je vous ai mis donc ces petits chevrons, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez un produit, vous mettez sur le marché, ce produit est garanti par la loi pendant 2 ans. Donc, s'il y a des défauts du produit, le consommateur peut le ramener pendant 2 ans. Vous pouvez parfois ajouter une garantie commerciale. Alors, souvent, c'est plutôt le cas dans les gros appareils, les appareils électroniques ou les voitures. Hein. Vous avez souvent une garantie commerciale qui vous est proposée par le vendeur, par le commerçant. Et en fait, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir poursuivre la vie du produit et que ce fonds intervienne après, puisqu'évidemment, votre cafetière va souvent tomber en rade juste après la fin de ces 2 garanties, donc la garantie légale et la garantie commerciale. Et donc, se fait à ce moment-là le choix pour le consommateur de soit il remplace le produit, donc il le jette, soit éventuellement il pourrait le réparer. Donc, c'est là que le fonds viendrait intervenir pour subventionner et participer financièrement à la réparation et devoir permettre aux personnes et pousser les personnes à réparer plus leurs produits. Évidemment, dans le cas de produits qui ont de électronique chère ou de voitures, c'est un système qui marche déjà et que les gens font rapidement. Dans un vêtement, c'est forcément des choix différents. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà, ces fonds ont été créés et pour l'instant, on ne sait pas trop encore quelle forme ils vont adopter au final. Je veux bien intervenir. Oui, le principe de création des fonds est dans la loi, mais aucun fonds n'est créé aujourd'hui. Ces fonds seront gérés par l'éco-organisme, donc forcément financés par les éco-contributions. Mais tant qu'on n'a pas de cahier des charges précis de à quoi ça va servir, pour quel bénéfice effectif de progrès environnemental, il est évident que on ne peut rien vous dire aujourd'hui. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une étude qui a été lancée par l'ADEME pour faire un état des lieux de ce que signifie la réparation dans la filière textile. Et cette étude, on attend les résultats de cette étude très probablement vers le mois de septembre-octobre. Donc on en saura un petit peu plus à partir de cette étude et des orientations qui pourront en découler dans le prochain cahier des charges de l'éco-organisme qui s'appliquera sur la période 2023-2028. Donc, on a un petit peu de temps pour gérer et prendre en compte ces éléments-là. Par contre, moi, j'encourage toutes les entreprises qui ont des bonnes idées pour développer la réparation par rapport à leur canal de diffusion. Et Dieu sait s'il y a d'ores et déjà des initiatives faites par des marques dans cette direction-là, bien entendu, à les développer. Merci Alain de ces précisions. On passe au... Pardon, c'est moi qui n'y arrive pas. On passe au sujet suivant. Si ça vous convient, je fais mon travail de timekeeper. Alors, le pendant de cette production responsable, c'est aussi d'informer le consommateur. Parce que là, on l'a bien entendu, par exemple, dans les débats parlementaires, l'idée, c'est vraiment que le consommateur soit incite et par ses choix oblige les entreprises à produire plus responsables, puisque le consommateur devrait acheter des produits plus éco-responsables et donc pousser les entreprises à faire l'effort. Cette information du consommateur, elle va se
elle va se retrouver dans plusieurs articles de la loi AGEC. Le premier, et pas des moindres, c'est donc l'article 13. Et donc, on va informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à qui ça va s'appliquer? Ça sera donc à tout metteur sur le marché, producteur ou importateur, donc à toute personne qui va mettre sur le marché français. Cela sera à compter du 1er janvier 2022. En théorie, puisque du coup, c'est la date que fixe la loi AGEC, mais il faut ensuite attendre un décret. Ce décret aujourd'hui n'a pas été publié et nous sommes à la fin du mois d'avril, donc c'est vrai que le temps court. Donc aujourd'hui, cette slide que vous avez sous les yeux, c'est un projet de décret que vous avez. Attention, le décret n'est pas publié. Donc l'idée, ça va être soit en dématérialisé, soit dans certains cas par un affichage physique, un étiquetage ou un marquage, d'informer le consommateur sur plusieurs qualités caractéristiques. Lesquelles vous les avez sous les yeux. Alors, les 6 que nous vous avons mis sous les yeux sont celles qui, dans le projet de décret auquel nous avons eu accès, puisque nous sommes une fédération et donc nous avons reçu le projet de décret, ces 6 qualités ont été listées par rapport aux produits textiles. Donc, elles ne sont pas les mêmes pour les produits électroniques, elles ne sont pas les mêmes pour les voitures et ainsi de suite. Là, on parle spécifiquement pour les produits textiles. Vous aurez donc à préciser lorsqu'il y a de l'incorporation de matières recyclées, à préciser la qualité recyclable de votre produit, la présence de certaines substances dangereuses lorsqu'elles seront présentes à plus de 0,1%, ce qui correspond à l'obligation du règlement européen REACH, la traçabilité du produit, c'est-à-dire vous aurez normalement à préciser pour chaque étape de production de votre produit le pays dans lequel ça a été réalisé, la présence de microfibres plastiques, puisqu'aujourd'hui, vous savez que c'est un sujet qui est très important et qui est sous surveillance, c'est le rejet des microfibres plastiques du fait notamment de la présence de fibres plastiques dans les vêtements. Et puis, éventuellement, les fameuses éco-contributions, éco-modulations, bonus ou malus qu'il faudra préciser. Donc, ça, c'est la liste que, pour l'instant, le décret a réalisé pour les éléments textiles, linge de maison et chaussures. Nous avons fait en tant que fédération des retours sur chacune de ces caractéristiques, notamment la recyclabilité du produit, en expliquant que sa capacité à être recyclé dépendait de beaucoup d'éléments et que du coup un produit ne pouvait pas être déterminé recyclable ou pas forcément selon l'étape à laquelle on le prend. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée petit à petit et donc ça se transforme en chacune de ces caractéristiques par des mentions et vous les avez donc juste à côté. Donc la mention, ça sera produit comportant un certain pourcentage de matière recyclée, ce que vous faites finalement aujourd'hui beaucoup parce que le pourcentage, on l'utilise beaucoup dans la composition textile, donc on a un peu l'habitude, où la mention contient des substances dangereuses, qui, je vous le concède, n'est pas très vendeuse, mais qui du coup pourrait être présente sur certains, avec certains des produits en information du consommateur. On peut passer à la slide suivante. Oui, donc du coup, à côté de cela, vous aurez aussi des mentions. Alors celle-ci, c'est à partir du 1er janvier 2022, et ça, c'est pas un projet, ça c'est sûr et certain. C'est d'ailleurs la loi AGEC qui les pose. À partir de janvier 2022, vous aurez normalement, si vous incorporez de la matière recyclée dans votre textile, dans votre chaussure, à préciser le pourcentage de cette matière recyclée. Comme je vous le disais, c'est finalement quelque chose qu'on fait assez facilement dans notre secteur, puisque la composition est déjà indiquée en pourcentage, donc c'est quelque chose qui ne nous pose pas trop de problèmes. Pour tout ce qui est emballage en plastique compostable, vous pourrez avoir des emballages effectivement sur vos produits. Je pense éventuellement à quelques éléments de lingerie, à quelques accessoires que vous pouvez emballer. Si vous avez des emballages en plastique et que vous faites la démarche de les rendre compostables, que ce soit compostable industriellement ou domestiquement, il faudra indiquer obligatoirement la mention « ne pas jeter dans la nature ». Et puis, vous ne pourrez pas indiquer compostable si ce produit, ou cet emballage surtout, est compostable uniquement industriellement. Parce que c'est vrai on convient qu'un consommateur qui verrait compostable pourrait avoir la tentation d'aller planter l'emballage au fond de son jardin, alors qu'en fait, comme le produit n'est compostable qu'industriellement, donc avec des procédés industriels qui ne sont pas les procédés domestiques de chez vous, à ce moment-là, il ne faut pas qu'on se retrouve à avoir des gens qui commencent à
créer du compost avec des emballages qu'ils ne peuvent pas. Voilà, donc du coup, toutes ces mentions-là vont être donc réglementées. Et puis, dernière mention importante que vous pourriez être amené à utiliser, notamment pour certains produits, c'est biodégradable ou respectueux de l'environnement, qui vont donc être interdites. Et donc, vous ne pourrez plus les utiliser. Alors, la mention, toute autre mention équivalente, c'est vrai qu'elle reste un petit peu mystérieuse, elle aussi, puisque du coup, on ne sait pas trop ce que ça pourrait recouvrir comme mention que vous pourriez utiliser. Sachez qu'il y a un guide qui existe, qui est donc le guide des allégations environnementales, qui date de 2014, que vous trouverez facilement sur le site, sur Internet, et qui est en cours justement de mise à jour, dont l'un des objets sera justement de préciser un petit peu ce terme, donc, et qui listera un peu toutes les mentions équivalentes qui sont donc interdites à partir du 1er janvier 2022. Est-ce que nous avons des questions ? Il y en a quelques questions sur les substances, notamment. Ouais, sont-elles celles qui sont dans REACH? Alors oui, en fait, dans le projet de décret que nous avons pu observer et puis regarder. Alors, il y a deux liens. Le premier, c'est les substances justement listées par REACH, donc on connaît bien. Et le deuxième lien, c'est des substances qui sont citées par l'ANSES, donc qui est l'autorité sanitaire. Et pour cela, pour l'instant, on n'a pas encore trop vu quelle était la liste que l'ANSES avait réalisée. Donc, il faudra qu'on surveille un petit peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme substance dangereuse n'a pas été pris comme substance extrêmement préoccupante, qui est le terme de REACH. Ils ont voulu être plus larges et du coup permettre à l'ANSES de rajouter des matières et des substances. Donc effectivement, en fait, le décret n'étant pas publié, on attend un petit peu des précisions et normalement, on devrait être consulté à nouveau sur ce décret à la mi-mai, donc en tant que fédération. Qu'est-ce que tu as d'autre comme question ? Merci. Je propose que l'on continue pour la suite, parce qu'il y a quelques questions qui pourraient être en lien avec ça aussi. Et donc, c'est à moi la parole, par ailleurs. Exactement. Donc, la loi AGEC fait également mention d'un affichage environnemental. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'il y a dans cette loi, d'abord, qu'est-ce qu'un affichage environnemental ? Donc, c'est un dispositif qui permet de sensibiliser à la consommation responsable, donc d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental d'un produit ou d'un service lors de l'acte d'achat. Et ça permet aussi aux producteurs, aux marques, aux fabricants, distributeurs de favoriser une production plus durable et de réfléchir à la performance environnementale de leurs produits. Donc, ça se traduit par une note, par un affichage, une note de A à E, qui est calculée sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service et qui est disponible soit en rayonnage, soit sur Internet, et soit directement sur le produit. Afin de pouvoir donner aux consommateurs toutes les informations disponibles lors de l'acte d'achat. Donc ça, c'est ce qu'est un affichage environnemental. À la slide suivante, merci beaucoup. Que dit la loi que dit la loi AGEC, je précise. Donc, elle instaure officiellement un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social qui est volontaire dans le cadre d'une expérimentation qui dure 18 mois. Donc de février 2020 et donc jusqu'à 18 mois, ce sera donc jusqu'à fin août 2021. L'objectif de cette expérimentation, c'est qu'un bilan sous forme d'une étude de faisabilité soit remis au Parlement et pouvoir déterminer d'une évaluation socio-économique de l'intérêt de cet affichage environnemental. J'en profite aussi pour dire que l'objectif de cette expérimentation est également d'être en phase avec les travaux qui sont en ce moment en cours à l'échelle européenne. Je reviens dessus dans une seconde. À qui s'adresse cette expérimentation? Donc à toutes les entreprises qui sont volontaires pour tester cet affichage environnemental, et je précise environnemental et social également. Il y a un focus particulier qui a été fait sur le secteur de l'habillement et de la chaussure. Et puis l'objectif derrière, c'est de dire qu'un maximum d'entreprises soient engagées
pour permettre d'avoir un référentiel commun et d'assurer la meilleure comparativité entre les produits d'une marque à une autre. Donc ça, ce sont bien les objectifs de cette expérimentation. Et puis, alors sur la slide suivante, merci beaucoup. Donc, pour résumer cet affichage environnemental et social, donc on a donc une expérimentation en cours. L'ADEME a mis en place des groupes de travail en support de cette expérimentation pour pouvoir avoir une ouverture sur ces sujets. L'objectif, maximiser les entreprises qui prennent part à cette expérimentation. Et puis en parallèle, je vais vous parler des projets européens sur le sujet. Donc, en l'occurrence, le projet PEFCR, Apparel and Footwear, ça a pour objectif de définir un référentiel de calcul commun à l'Europe sur l'impact environnemental des produits textiles et chaussures. Donc, il y a 13 catégories de produits qui ont été déterminées pour évaluer leur impact environnemental et déterminer la méthodologie de calcul. C'est un projet qui est en cours pour une durée de 3 ans, qui a commencé donc en 2020 et qui nous emmènera jusqu'à fin décembre 2022. Voilà, il me semble que c'était tout sur l'affichage environnemental et le PEFCR. Ouais. Nathalie, vas-y, complète si tu le souhaites. C'est là que je vais me permettre de parler du projet de loi climat et résilience. Donc effectivement, cet article 15 de la loi AGEC que vous a présenté Adèle est justement en réécriture. Donc il a à peine 1 an, le pauvre, et on est déjà en train de le réécrire. Donc à ce jour, en fait, on est en train vraiment de retravailler complètement la démarche de l'affichage environnemental. Alors il faut quand même garder en tête que l'affichage environnemental textile, lui, commence à être bien connu parce que ça fait 10 ans qu'on en parle, parce que certaines sociétés se sont lancées. Il faut savoir que dans d'autres secteurs, il n'existe pas du tout. Donc c'est pour la raison pour laquelle ils ont lancé ces expérimentations, c'est que il y a certaines REP et certains secteurs qui doivent se lancer dans le sujet. Nous, la difficulté qu'on va avoir, c'est plutôt que la méthode de l'ADEME a été posée, a été fixée, a été calculée et évaluée. Et en fait, là, on est plutôt à vouloir revenir sur cette méthode pour incorporer de nouveaux critères, pour éventuellement retravailler le sujet. Donc voilà, finalement, chaque secteur a un peu sa complication. Il y a ceux qui doivent s'y mettre et c'est pas un travail facile. Et puis il y a ceux qui, on pensait peut-être avoir terminé, et il va falloir remettre le travail sur le métier pour retravailler. Je me permets de répondre à 2 questions que je vois dans le chat. Julien qui posait une question sur la différence entre la mise sur le marché grand public et B2B. Dans l'information du consommateur, là je parle bien d'un consommateur et non pas d'un professionnel. Donc effectivement, aujourd'hui, les informations que je vous ai énoncées concernent uniquement le B2C. Et deuxième question que j'ai vue également, oui, Nathalie, sur les étiquettes cousues et l'indication de pourcentage de matière recyclée. Aujourd'hui, en fait, lorsque vous avez la présence de matière recyclée, alors je pense à du coton ou à du polyester que vous avez présent, sur votre étiquette de composition, l'étiquette cousue ou d'entretien, il y a plein de noms, vous marquez uniquement la composition selon le règlement européen. Donc, vous marquez normalement le 100% coton, le 100% polyester, et vous ne mettez pas l'adjectif recyclé. C'est une qualité du produit que vous n'avez pas à préciser. Soit vous le mettez sur une étiquette qu'on appelle marketing, donc à ce moment-là, pour mettre en avant le fait qu'il y a de la fibre, et à ce moment-là, vous précisez le pourcentage et vous faites comme ça, c'est un argument commercial. Soit éventuellement, si vous avez la volonté de le garder sur votre étiquette cousue, vous séparez bien les 2 choses. Vous avez donc votre composition réglementaire d'un côté, donc votre 100% coton ou votre 90-10 ou ainsi de suite, et puis éventuellement sauter une ligne, enfin faites bien la séparation pour à ce moment-là préciser que dans ces 100% coton ou dans ce polyester, vous avez du polyester, soit issu de l'agriculture biologique, soit recyclé. Voilà, de façon, parce qu'on est vraiment sur 2 choses qui sont différentes, quand bien même on comprend bien que vous voulez parler de la matière, donc de compos. Voilà, c'était pour répondre aux 2 questions. Il y a pas mal de questions également sur la possibilité de rejoindre les groupes de travail en cours à l'ADEME. Oui, c'est tout à fait possible. Ils sont ouverts et il y a possibilité de les rejoindre en cours de route sans souci. Je tiens néanmoins à préciser, parce qu'il y a quand même souvent confusion. Ces groupes de travail ont bien pour objectif d'être en support de l'expérimentation qui est en cours sur l'affichage environnemental. Les groupes de travail, il y en a 3 au total, hein, ils ont tous divers objectifs.
Ils sont vraiment là en complément, hein. Expérimenter, ce sera en interne au sein de la marque. Il y a une méthodologie qui est proposée par l'ADEME qui reprend 7 étapes, donc de la sensibilisation, de la collecte de données, l'évaluation environnementale des produits, puis la communication pour vous expliquer rapidement. Donc c'est d'abord ça, l'expérimentation, c'est d'abord suivre cette méthodologie, prendre en main le socle technique, etc. Et les groupes de travail viennent un petit peu en ouverture des travaux pour vous donner une vision assez exhaustive de tout ce que cela comprend. Donc voilà, c'était là-dessus une simple précision. Il y avait une question, Nathalie, sur la manière la plus simple et efficace de donner ces informations aux consommateurs, donc autant sur les caractéristiques environnementales que je pense pour l'affichage environnemental, par exemple un étiquetage avec QR code. Eh bien, écoutez, en fait, on rentre dans un détail assez technique. C'est vrai que la loi précise dématérialiser, donc vous pourriez avoir un système effectivement de renvoi QR code. La problématique qu'on va avoir, c'est que parfois, on pourrait vous répondre que le QR code n'est qu'accessible au smartphone, puisqu'effectivement, des personnes qui n'auraient pas le système avec appareil photo ne pourraient donc pas utiliser le QR code. En réalité, on peut imaginer plusieurs solutions. Imaginez évidemment donc des QR codes de façon à ce que ce soit quand même moins lourd pour l'affichage en magasin ou pour l'affichage sur le produit. Et puis éventuellement compléter ça par, vous savez, des bornes où vous pourriez biper le produit. Ça existe dans les supermarchés, hein, pour connaître le prix d'un produit, vous pouvez aller le biper et à ce moment-là permettre justement aux personnes qui n'ont pas le dispositif pour le téléphone, le smartphone, de pouvoir accéder également à l'info. En fait, la problématique va être vraiment l'accessibilité de cette information. Si forcément vous le mettez sur l'affichage à côté du produit, tout le monde peut le lire. Dès que vous passez au dématérialisé, c'est là que les détails techniques entrent en jeu. Mais voilà, vous pouvez imaginer plusieurs solutions et compléter qu'elles se complètent les unes les autres. Merci beaucoup. On prend une autre petite question avant de passer au Triman, si vous le souhaitez, Adèle. Oui. Alors, on a une question. Quel calendrier sur la remise en cause de la méthode affichage environnemental textile via la loi climat et résilience? Alors, je vais vous faire une réponse normande. Le calendrier exact du projet de loi climat et résilience, c'est que des expérimentations sur l'affichage environnemental vont pouvoir être menées pendant 5 ans à partir de la publication de la loi. Donc, le projet de loi est en ce moment donc au Parlement. On imagine donc qu'il va facilement être adopté en 2021 et donc on rajoute 5 ans. Toutefois, c'est un maximum et il a bien été indiqué dans les débats parlementaires que le textile étant déjà prêt et qu'en plus le textile bénéficiant déjà d'une expérimentation qui elle a été lancée par la loi AGEC et qui se termine, comme l'a dit Adèle, en août 2021, nous sommes dans un questionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est considéré qu'en août 2021, fin de l'expérimentation pour le textile, et dans ce cas-là, dans quelle phase on entre? Ou est-ce qu'éventuellement, du fait qu'on va adopter ce projet de loi, cette loi climat et résilience, on repartirait sur une petite prolongation d'expérimentation? Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Merci quand même, Nathalie. Il y a encore beaucoup de questions, mais je propose quand même que l'on passe à la suite si on veut pouvoir vous libérer à 11h comme convenu. Alain, vous avez une remarque? Oui, je voudrais intervenir. Parce que la question, c'est on ne peut pas rendre obligatoire l'affichage environnemental tant que les normes ne sont pas établies, adoptées par les différentes parties prenantes, et y compris à un niveau européen. Donc, on ne rend pas obligatoire, puis après débrouillez-vous. On met d'abord en place une normalisation équilibrée, réaliste, cohérente, qui respecte les règles de fonctionnement du commerce international et au moins du commerce au sein de l'Union européenne. Et une fois que tout est calé, cela, on peut dire, les pouvoirs publics peuvent être exigeants
parce qu'il existe quelque chose qui fonctionne et qui est adopté par les professionnels. Donc, le délai d'expérimentation pour la filière textile, qui à ma connaissance était de 18 mois, était court, même si ça fait effectivement plusieurs années que l'expérimentation est en cours. Il y a une vraie accélération maintenant. Très probablement, 18 mois est encore un peu court pour qu'au niveau européen, tout le monde se soit mis d'accord sur les bons référentiels, en fait, à mettre en place, parce qu'on ne peut pas imaginer mettre demain matin une étiquette d'affichage environnemental textile en France qui ne serait pas la même que celle qu'on aurait en Belgique, en Allemagne, ou en tout cas au sein des pays de l'Union. Donc, il est urgent pour les entreprises de s'intéresser à ces sujets-là et de se mettre en capacité de mesurer l'impact environnemental de leurs produits. Et il y a des outils, et notamment à partir de ce qu'on propose dans le cadre de l'éco-conception, qui permet de s'y préparer. Mais il est évident que les pouvoirs publics seront bien obligés de laisser des délais suffisants de mise en place qui soient réalistes pour tout le monde. Réalistes et cohérents, surtout pour tout le monde. Merci beaucoup Alain pour cette précision qui, je pense, aide beaucoup, en tout cas, et élève un petit peu de pression aussi. Nous, de toute façon, ce que l'on prévoit sur ReFashion, c'est de refaire un webinaire plus spécifique pour déployer un petit peu tous ces éléments sur l'affichage environnemental, à la fois loi AGEC, climat et résilience, et puis PEFCR, pour débroussailler un petit peu tout ça et enclencher, on va dire, pour chacun, l'envie de se confronter au problème. Je vous propose qu'on passe, Nathalie, à la signalétique Triman. Ça te convient ? Oui, allez, alors du coup, déployer la signalétique Triman, attention, on est encore dans un projet de décret. Donc, vous connaissez normalement bien le Triman. C'est ce petit personnage avec ses flèches. Vous le verrez sur la slide suivante. Il existe depuis 2014. Vous l'avez peut-être sur vos produits ou sur vos emballages. Ce Triman va connaître une deuxième version, une nouvelle vie, parce qu'aujourd'hui, on a fait le constat, enfin tout le monde fait le constat qu'il est quand même difficilement compris par le consommateur, qu'il est confusant. Certains ne comprennent pas si c'est par rapport au fait de le jeter, si c'est par rapport au fait qu'il est recyclable. Enfin voilà. Donc du coup, il va entrer dans une deuxième vie et donc il va se voir accoler parce qu'il va falloir le préciser et une infoterie. Donc c'est le terme qu'on va vous montrer donc juste après. La loi AGEC précise que ce Triman, donc jusqu'à aujourd'hui, il pouvait être sur le produit, sur l'emballage et il pouvait aussi être dématérialisé. Raison pour laquelle certains d'entre vous le mettaient sûrement sur leur site internet, mais ne le mettaient pas sur les produits. Eh bien, cela va changer. Il va falloir le mettre sur le produit ou sur son emballage. Alors, ou à défaut dans les autres documents fournis avec le produit, j'ai envie de vous dire, ça ne nous concerne pas, puisqu'en fait, chez nous, dans le textile, le linge de maison, les documents fournis, en fait, on parle de mode d'emploi, on parle éventuellement de fiches documentaires. On n'a pas de mode d'emploi pour un vêtement ou pour une chaussure. Donc, chez nous, ça concernera surtout soit son produit, soit sur l'emballage, boîte à chaussures ou emballage plastique. Vous avez dessous la temporalité qui aujourd'hui est encore complètement à prendre, donc toujours en projet, puisque normalement le décret devrait être publié ce trimestre. On nous l'avait déjà annoncé pour le premier trimestre et ça n'a pas été le cas, donc on espère pour le trimestre qui vient. Une fois que le décret sera publié officiellement, à ce moment-là, c'est donc à l'éco-organisme d'inventer et de créer cette infoterie. On a d'ores et déjà commencé le travail et on va vous le montrer juste après. Il va devoir le soumettre à différentes instances, le comité des parties prenantes, qui est donc une instance, le ministère de l'écologie et de l'économie aussi, je crois, les deux, et qui seront ensuite validés. Et ensuite, ReFashion, donc votre éco-organisme, publiera cette infoterie. Et donc, cette infoterie sera la même pour tout le monde. Donc, tous les produits textiles, linge de maison et chaussures auront donc tous la même. Ça existe déjà, en fait, dans le système de Citeo. Lorsque vous regardez sur les emballages dans votre frigo, vous avez le détail, effectivement, des gestes que vous devez avoir avec votre produit. Le produit
prenez votre pot de crème fraîche et on vous explique que l'opercule en aluminium doit être recyclé ou pas, que la partie en plastique doit être jetée ou pas, et bien là, ça va être le même principe. Vous aurez cette info qui vous indiquera que votre produit textile ne doit pas être jeté dans la poubelle. Donc, l'entrée en vigueur, la loi dit 1er janvier 2022, mais rassurez-vous, souvent dans les décrets, ça c'est la loi qui propose ça, 1er janvier 2022, forcément elle a été publiée en février 2020, donc elle pensait qu'il y avait du temps, sauf que forcément le calendrier a été un peu bousculé par les crises que nous vivons, et du coup le décret va vous permettre d'avoir des délais, notamment des délais pour écouler les stocks qui n'auront pas ce nouveau Triman, et pour utiliser le nouveau Triman avec la bonne infoterie. Voilà. Et donc, nous avons débuté le travail et vous avez donc pour l'instant le Triman donc à votre gauche avec le petit Triman et ses flèches, et puis avec ce qu'on peut appeler l'infoterie, donc ce cartouche où on va comme ça vous permettre d'indiquer au consommateur où doit finir un textile, un linge de maison ou une chaussure. Est-ce que vous avez des commentaires, Adèle et Hélène ? Non, pas particulièrement. Je pense que tu as bien résumé sur le fait que voilà, on est encore en cours d'élaboration. C'est un travail qui a été mené de façon collective au sein du comité com de Refashion, donc avec l'intervention d'un certain nombre de metteurs en marché. Et ça doit encore être sujet à approbation des différents ministères. Donc dès que tout est calé, en tout cas, on reviendra vers vous et on fera une communication qui sera plus précise. Alors, l'idée vraiment, ça va être de vous permettre en tant que marque de vous approprier cette infoterie, tout comme le fait Citeo, c'est-à-dire de fixer éventuellement quelques règles, c'est-à-dire que ce sera forcément en une seule couleur, parce que c'est mieux compris par un consommateur quand c'est en une seule couleur, mais ensuite éventuellement vous laissez la possibilité de mettre en couleur que vous voulez. Effectivement, certains d'entre vous ont des étiquettes noires, étiquettes cousues noires, donc forcément il faudra à ce moment-là permettre le blanc. Éventuellement de fixer une taille minimum, mais ensuite de vous permettre de faire la taille maximum que vous voulez. Donc, ça sera plutôt de vous fixer en fait des minimums et des critères à respecter, et ensuite de vous laisser la possibilité, peut-être aussi de vous permettre d'avoir une espèce de petite banque de logos. Et si vous voulez, parce que c'est un t-shirt, donc forcément sur une paire de chaussures, ça n'a pas vraiment de sens, de vous permettre à ce moment-là d'utiliser la version avec une petite paire de chaussures. Voilà, donc de vous laisser le plus de liberté possible tout en gardant les essentiels de cette infoterie. Voilà. Est-ce qu'il y a des... On va peut-être passer par contre à la suite, parce que je vois nous on a pris un petit peu de retard, à moins qu'il y ait une question, Adèle, plus particulière. Il y avait une question sur les dimensions de cette infoterie. Pour rapidement traiter cette question, comme on est encore à l'état de projet, l'idée c'est que les dimensions, je vous dis ça de mémoire, mais de 2 cm 5, quelque chose comme ça. On est en train de faire des essais, oui, il y a des essais réalisés par les marques. Donc voilà. rien n'est figé, mais ce sera établi de manière concertée. Voilà. Oui, et je vois Claire qui a posé une question sur le texte et les pictos. Alors oui, effectivement, juste pour revenir sur une problématique que vous connaissez peut-être tous, c'est la problématique de traduction. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous avez une mention sur une étiquette cousue, vous devez normalement la traduire dans toutes les langues pour tous les pays. Là, on est quand même sur une URL, puisque du coup, c'est un site internet. Quand vous cliquez quand vous indiquez refashion.fr/je dépose, vous arrivez sur un site internet. Et du coup, il ne nous est paru, et d'ailleurs le ministère ne nous a pas contredit sur cette problématique, puisqu'à ce moment-là, on n'est pas sur une mention à traduire, on est en fait sur un site internet. D'ailleurs, n'importe quel consommateur du monde, s'il indique cette URL, il tombera sur le site, alors effectivement pas dans sa langue, mais en tout cas, il tombera sur les informations spécifiques à la France. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème de traduction, cette mention-là de refashion.fr, je dépose. Voilà, c'était pour la précision. Merci Nathalie, elle est importante pour le coup. C'est vrai que là, c'est très très important. Je te laisse passer au chapitre suivant.
Oui, alors là, ça va être un chapitre qui va être très rapide puisqu'effectivement, la loi AGEC est venue mettre fin à l'impression systématique des tickets de caisse. Vous êtes bien conscient en tant que consommateur que quand vous allez faire vos courses, vous récupérez, vous repartez souvent avec beaucoup de tickets et que ces tickets sont jetés dans les quelques minutes qui suivent. À partir du 1er janvier 2023, il n'y aura plus d'impression systématique, c'est-à-dire qu'il faudra à ce moment-là que le client réclame le ticket de caisse. Donc, les détails, en fait, ce sont les détails techniques qu'il va falloir travailler, puisque donc il va falloir réfléchir à deux choses. Déjà, quel ticket ça concerne? Est-ce que c'est le ticket de caisse? Est-ce que c'est le ticket de carte bancaire? Donc, on considère que ça va être tous. Et surtout, le problème principal, ça va être comment ensuite réaliser les échanges, puisqu'aujourd'hui, c'est la preuve de l'achat que vous ramenez lorsque vous voulez faire un échange de produits. Si votre caissier ou votre vendeuse ne vous a pas donné le ticket de caisse et que vous ne l'avez pas réclamé, mais tout simplement parce que vous pensiez de bonne foi que vous alliez garder ce vêtement, malheureusement, une fois arrivé chez vous, il ne vous convient pas, et ben comment est-ce que vous faites la preuve de l'achat? Toujours est-il que donc les réflexions, les détails techniques sont donc en pleine réflexion entre la Banque de France et la DGCCRF, qui est donc l'autorité qui va rédiger ce décret. C'est pour janvier 2023, donc on attend. On n'a pas eu encore de projet qui nous a été communiqué. Voilà. On peut passer à la suivante. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non, j'en vois pas. Alors, dernier point, et qui a fait beaucoup de bruit, et qui finalement était d'ailleurs, on termine par ça, mais qui était vraiment le début de cette loi AGEC, et qui d'ailleurs porte le nom, anti-gaspillage, c'est l'élimination des invendus. Donc, vous avez un nouvel article dans le Code de l'environnement qui impose à tout producteur, importateur ou distributeur, donc à tout metteur sur le marché français, qui lui interdit tout simplement d'éliminer les produits et qui l'oblige à réemployer, réutiliser ou recycler. Cela entrera en vigueur au 1er janvier 2022 pour les textiles, linge de maison et chaussures. Donc en fait, tous les produits qui sont d'ores et déjà dans une filière REP, les 10 filières que je vous ai listées au tout début. Et puis pour les autres produits, ce sera à partir du 1er janvier 2024, 31 décembre 2023. Voilà. Et du coup, cette obligation de réemployer, réutiliser et recycler, on la retrouve, en fait, c'est une hiérarchie, on appelle ça la hiérarchie des modes de traitement. En fait, dans le droit européen et aujourd'hui dans le droit français, on indique qu'avant de jeter un produit et avant de l'éliminer, il faut d'abord passer par des étapes et s'assurer tout simplement qu'on peut encore l'utiliser, peut-être sous d'autres formes ou sous d'autres moyens. Vous avez donc 3 étapes à envisager avant d'éliminer le produit. C'est le réemploi, donc c'est quand un produit et vous avez une opération vraiment de réutilisation du produit. Ensuite, vous avez la réutilisation en deuxième étape. Et vous avez le recyclage, où à ce moment-là, on a vraiment une opération où on valorise le produit. Et dans le cas où votre produit n'est ni réemployable, réutilisable, ni recyclable, vous pourriez envisager l'élimination de votre produit. Voilà, je veux bien que tu passes à la suite. Donc, aujourd'hui, alors, première chose, il n'y a pas de définition des invendus dans la loi AGEC. Ça a été un grand sujet de conversation et de débat sur est-ce qu'on définissait qu'est-ce qu'un invendu. Finalement, c'est vrai que on a préféré ne pas pousser de définition de façon à ce que les entreprises puissent le traiter différemment. Effectivement, certaines font la différence entre un invendu, c'est-à-dire un produit qui a passé tous les contrôles de qualité, qui a été mis en magasin et qui n'a pas trouvé preneur, et les invendables, qui sont des produits défectueux, qui n'ont pas passé les contrôles de qualité, et qui à ce moment-là, voilà, il y a une différence qui est faite, d'autres ne le font pas, d'autres considèrent que c'est des invendus. Donc on a tout ce panel. Vous avez aussi les échantillons sur lesquels travaillent vos équipes et sur les prototypes. Et tout ça, est-ce que c'est des invendus ou pas? C'est vrai qu'on est un petit peu tous dans la réflexion, est-ce qu'on doit vraiment qualifier? Donc l'idée, c'est finalement de pousser et d'inciter les professionnels à faire des
des efforts sur tous ces produits qui ne trouvent pas preneur et qui ne finissent pas chez un consommateur. Vous avez pour cela finalement beaucoup d'étapes. Vous avez des opérations commerciales, des braderies, des ventes privées, vous avez des soldes, bien sûr, pour pouvoir gérer ces invendus et pour pouvoir du coup les vendre. Vous avez aussi le système de vente au personnel qui n'est pas réservé au luxe. La vente au personnel, c'est possible pour toutes les entreprises. Vous avez bien sûr la revente à un déstockeur, en outlet, en magasin d'usine. Et puis vous avez la dernière possibilité, et qui a donc bien été mise en avant, c'est le don à des associations, de façon à ce que vous puissiez comme ça fournir à des associations dans le besoin. Et enfin, dernière possibilité, vous avez les possibilités de recyclage, d'upcycling de ces produits. Donc voilà, vous avez tout un panel d'options qui pourraient vous permettre normalement. Alors c'est vrai que du coup, ça va vous obliger en tant qu'entreprise à rentrer dans une véritable entreprise de gestion de vos invendus, donc de réussir à les rassembler, à les travailler et à réfléchir à du coup chaque solution vers lesquelles vous allez les orienter. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre plus précisément? Je n'en vois pas. Peut-être le temps qu'elles arrivent. Bon. Le temps qu'elles arrivent, on se gardera peut-être... Ah, vas-y. Main, ados, textiles sont-ils concernés par cette gestion des invendus? Oui, tous les produits sont concernés. En fait, la gestion des invendus concerne tous les produits. Moi, je vous parle de plus précisément, mais vous voyez, toutes ces options sont pour en fait tous les produits. Donc effectivement, les cosmétiques sont concernés. Alors l'alimentaire, c'est un peu différent parce que l'alimentaire, il y a déjà une loi qui est là-dessus. Mais tout ce qui est, d'ailleurs, le texte le dit, l'article qui est sur la slide précédente dit tout produit non alimentaire. Donc effectivement, ça concerne absolument tous les produits. Une question aussi sur comment se fait le contrôle. Alors, comment va se faire le contrôle de ces invendus? C'est la question. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il va se faire notamment par les autorités habituelles, la DGCCRF ou les DDPP en département. Donc, ça va. Et puis, alors, vous allez avoir deux contrôles. Vous allez avoir le contrôle officiel, donc les DDPP qui vont pouvoir éventuellement vérifier comment vous gérez vos invendus, réclamer éventuellement lorsqu'ils vont dans un magasin de voir du coup comme le circuit de l'invendu. Et puis, vous allez avoir les associations qu'il ne faut pas négliger. Vous allez avoir les ONG qui vont du coup pouvoir éventuellement... Alors, je ne dis pas qu'elles ont un droit, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas ce contrôle-là, qui est un contrôle plus informel, mais qui a amené à certaines actualités dans les années qui ont passé. Donc, il ne faut pas non plus les négliger. Une dernière petite question, Adèle? De la reprise en magasin des articles dont le consommateur veut se défaire. Alors, la reprise en magasin, ça a été aussi un grand sujet de la loi AGEC. Aujourd'hui, les textiles ne sont pas concernés par la reprise en magasin, tout simplement parce que nous avons fait valoir, lorsqu'il a été débattu, qu'il y avait déjà beaucoup de solutions de reprise. Vous avez donc effectivement les bornes en magasin, des magasins qui volontairement ont mis en place cette solution. Vous avez aussi les bornes sur la voie publique, les collecteurs, donc qui sont le relais et toutes les autres bornes que vous connaissez. Donc, en fait, on a fait valoir qu'il existait déjà, alors si je ne me trompe pas, 46 000 points d'apport. Tout à fait. Et que du coup, on était quand même une filière qui avait déjà un bon système de reprise. Donc aujourd'hui, ça n'est absolument pas obligatoire. Vous verrez en fait dans la loi AGEC, il est bien cité les entreprises et les filières qui sont soumises. Attention, celle qui est soumise et que vous pourriez avoir, c'est l'ameublement. Certains magasins font effectivement ont une partie d'éco-ameublement. Et donc, quand vous faites de l'ameublement, là, pour le coup, pour ces produits-là, vous allez avoir une reprise. Adèle, tu veux préciser la façon, sur le site Refashion, pour les points de la cartographie? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Hélène, très bien teasé. Donc, nous avons notre site citoyen, Refashion citoyen, sur lequel vous trouverez dans l'onglet « Je dépose » la cartographie qui recense tous ces fameux 46 000 points d'apport volontaires.
Donc, c'est une cartographie où vous pouvez trouver celui qui est le plus proche de chez vous. Et il y en a donc forcément un. Donc, je vous invite à vous y référer. On pourra vous mettre le lien. Je vais le faire dans une seconde dans le chat. Et voilà, il est déjà apparu. C'est fabuleux. Merci, Maude. Bon, mais je vous propose qu'on passe... Je veux bien intervenir. Volontiers, Alain. Je rappelle que ce n'est donc pas obligatoire dans la filière textile, cette notion de reprise en magasin, mais de nombreuses marques ont des initiatives de collecte en magasin. Et nous encourageons les marques à passer une convention de détenteur de points d'apport avec l'éco-organisme, de telle manière à ce que les points de vente qui organisent cette reprise soient dans la cartographie des points d'apport. Un certain nombre d'enseignes, et peut-être certains parmi vous d'ailleurs, participent à ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez être conventionné, être dans la cartographie. Merci Alain. Nathalie, je te laisse passer sur la partie des décrets déjà parus. Alors, vous avez donc ici la liste des décrets qui sont déjà parus. Il faut savoir qu'il y avait donc beaucoup de décrets qui étaient donc requis pour cette loi AGEC. Là, vous avez donc la liste des décrets qui occupent et qui intéressent notre filière plutôt. Donc, vous avez le premier donc est sur la TVA sur les invendus non alimentaires, puisqu'effectivement la TVA maintenant est donc il y a une incitation fiscale. Donc du coup, vous aviez un premier décret qui est sorti. Les 3 suivants sont plutôt sur la filière REP et le renforcement de la filière REP, donc la médiation, la commission interfilière. Donc voilà, c'est le retravail, la mue des filières REP. Celui qui va beaucoup vous intéresser en tant qu'entreprise, c'est celui sur l'élimination des invendus, puisqu'effectivement, il donne les détails de tout ça et de cette gestion des invendus. Et puis, deuxième point important dans ce décret-là, le 1724, n'oubliez pas qu'il va y avoir aussi une obligation d'installation de fontaines à eau dans vos magasins. Vous verrez tous les détails dans ce décret 1724. Donc, ça aurait été bien que le titre parle aussi de cette option-là, mais bon, bref. Et puis, voilà, vous avez ensuite les suivants sont sur la réparabilité des produits électroniques. Certains font un petit peu d'électronique. Voilà, c'est tout. Les décrets, on en attend. Alors, il y en a d'autres qui ont été publiés, comme je vous dis, mais qui ne concernent pas notre filière. Et puis, du coup, pour 2021, on en attend. Donc, les 2 qu'on attend et pour lesquels vous aurez des infos normalement et sur lesquels nous serons en veille, c'est le Triman et c'est l'information du consommateur avec la fameuse liste des 6 mentions à donner. On verra un petit peu comment on pourra vous communiquer lorsqu'ils seront sortis. Tu fais une transition parfaite, Nathalie. Merci beaucoup sur la suite. On est bientôt à la fin de ce webinaire et merci beaucoup de l'avoir suivi. Juste pour vous détailler les prochains rendez-vous. Aujourd'hui, ce webinaire était sur un format un petit peu long d'1h30 pour vous refaire une passe sur la loi AGEC de février 2020. Et merci beaucoup à Nathalie d'avoir animé brillamment ce webinaire. L'idée derrière, c'est de vous proposer des webinaires sur un format un petit peu plus court, plutôt 45 minutes, sur des focus très particuliers. On vous redonnera le calendrier dans les jours qui viennent. Mais l'idée, c'est de vous proposer 3 thématiques pour couvrir les mois jusqu'à mi-juillet. Un premier focus donc sur la destruction des invendus, un deuxième sur la signalétique Triman, en espérant que nous aurons des retours, en tout cas des différents ministères, pour qu'on puisse vous apporter des réponses très précises. Et puis un troisième focus sur les qualités environnementales. Et puis dans le chat on vous laisse un petit peu une plateforme d'expression s'il y a d'autres focus que vous souhaiteriez voir traités. Et nous ferons en tout cas, tel que nous l'avons indiqué, un focus plus particulier sur l'affichage environnemental, mais un petit peu plus tard, quand en tout cas les différents calendriers seront un petit peu plus en phase et qu'on puisse vous apporter une information plus précise et plus directement applicable, en tout cas dans les différentes entreprises. Adèle, Nathalie, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Un grand merci, 1000 merci Nathalie pour ta présence aujourd'hui. Je pense que sans toi, on n'aurait pas pu aller autant dans le fond de tous ces dispositifs de la loi AGEC. Donc, un grand merci à tous. On espère qu'on a pu vous apporter une bonne mise à jour sur cette loi AGEC. Il y a beaucoup de mouvements, donc on va essayer de continuer ça.
pour vous tenir informés. Nathalie, si tu souhaites dire un mot. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. C'est vrai que vous étiez nombreux. On espère que ça a répondu à beaucoup de vos interrogations. Je me suis permis de mettre mon adresse mail dans la discussion. Donc, si vous avez des questions, nous avons vu aussi beaucoup avec Adèle et Hélène que vous aviez donc d'autres questions. Donc, on va les regarder à tête reposée, essayer de vous faire des réponses concrètes et complètes. Effectivement, on va avoir encore un sujet écologie et éco-responsabilité bien chargé cette année, puisque comme vous l'avez compris, la loi AGEC, on n'a pas fini avec elle, et puis le projet de loi climat et résilience vient donc ajouter des choses. N'oubliez pas non plus que là, on vous a fait vraiment un focus sur le produit, et que donc, comme je l'ai cité, vous avez également des dispositions qui concernent votre magasin, notamment l'installation de fontaines à eau, et que notamment le projet climat et résilience va beaucoup venir poser de nouvelles obligations de végétalisation des toitures, d'installation dans des parkings. Voilà, donc dans vos vitrines aussi, ça va venir changer des choses. Donc la RSE et l'écologie, on n'en a pas fini avec, et il n'y a pas que le produit. C'est vrai que c'est le réflexe peut-être d'un textilien ou d'un chausseur de penser toujours à son produit, mais n'oubliez pas ce qui entoure le produit, le magasin. Voilà, donc on reste à votre disposition et on espère que ça vous aura plu. Il est 11h01. Merci beaucoup, bravo. Parfait. Merci beaucoup à Alain d'avoir eu la gentillesse de se joindre à nous pour apporter des précisions. Alain, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour conclure en une petite minute. Non. Si, bravo et merci pour l'organisation. Merci, bravo aussi pour tous ceux qui participent et qui ont posé des questions. Et c'est important qu'on prenne le temps de bien répondre à toutes ces questions précises que vous avez posées. Et ça va nous permettre aussi de savoir dans quel sens il faut orienter les travaux à faire en profondeur pour répondre le plus possible à vos attentes. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Et puis, les slides et tous les éléments évoqués avec vous seront partagés à l'issue du webinaire. Il y aura également un replay. Donc, vous ne pourrez plus louper l'information. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.